Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite pour commencer, un logiciel gérant l'enregistrement des personnes placées au sein de la prison d'Adanmour est mis en place. Cela après les failles constatées lors de la descente inopinée de la ministre de la Justice à la prison d'Adanmour samedi dernier. D'autre part, le nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire, qui a pris ses fonctions ce jour lors d'une cérémonie militaire, a annoncé qu'il sera strict dans le respect de la discipline des agents pénitentiaires et dans la lutte contre la corruption au sein des prisons. Détails sur les images de Yves Janel. Toutes les formes de corruption sont visibles dans les prisons. D'ailleurs, la gestion des prisons n'était pas efficace. Conscient de cette situation, le nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire, Arsène Ralston, a soutenu qu'il était prêt à apporter des changements, surtout après les failles constatées lors de la descente inopinée de la ministre de la Justice à Adanmour samedi dernier. De ce fait, un logiciel est mis en place pour gérer l'enregistrement des personnes placées en détention dans cette prison. Les données seront enregistrées et visibles en ligne par le ministère, le tribunal ou autre instance judiciaire. D'après la ministre de la Justice, Randjamanatena Soulande Boulatine, l'amélioration de l'administration pénitentiaire reflète le développement d'un pays. Elle a donc encouragé ce nouveau directeur général dans ses fonctions. Elle a également appelé les agents pénitentiaires à collaborer avec ce nouveau venu dans le but de concrétiser le 3e engagement du président de la République envers la population. Par ailleurs, le respect de la discipline ainsi que l'autosuffisance alimentaire des prisonniers font également partie des priorités du nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire qui a pris son commandement ce jour lors d'une cérémonie militaire. Dans un tout autre sujet, de nombreux équipements neufs émanant de la coopération militaire française ont été officiellement remis au Centre de protection civile d'Ivat, au CPC, notamment des équipements nécessaires pour lutter contre les incendies et des équipements en cas de glissement de terrain. Ce centre a également bénéficié d'une ambulance. De plus, l'électricité à partir d'énergie solaire a également été installée dans ce centre de protection civile. Avant la remise de ces équipements, une formation en secourisme a eu lieu. Un formateur spécial de France est venu dans le pays pour renforcer l'expérience et apprendre l'utilisation de ces nouveaux équipements. La formation comprenait le sauvetage en cas d'incendie, les premiers secours, la lutte contre les incendies de forêt et les secours en cas de glissement de terrain ou effondrement de bâtiments. Je vous propose d'écouter. Franco-malgache avec le CPC porte ses fruits ces dernières années, puisque dans les 5 dernières années, c'est un peu plus de 500 000 € qui auront été investis par la France au profit de nos camarades du corps de protection civile, que ce soit en termes de véhicules, de matériel ou de formation, qu'elle soit ici à Madagascar avec des formateurs français qui viennent former nos camarades, ou que nos camarades malgaches partent dans d'autres pays, que ce soit en Afrique ou en Europe, financés aussi par le biais de la coopération. Donc c'est une coopération qui a encore un bel avenir devant elle et qui fonctionne vraiment excellemment. Et c'est un très très bel échange entre nos deux nations et c'est un plaisir que de pouvoir être ici parmi vous pour armer cette coopération. Dans les actualités également, le tourisme sexuel est l'une des causes de la propagation du VIH-Sida et doit faire des mesures de prévention, a déclaré aujourd'hui le président du Sénat lors de sa rencontre avec une forte délégation des Nations Unies conduite par la directrice de l'équipe de l'ONU-SIDA d'appui aux régions pour l'Afrique orientale et australe, accompagnée des représentants de l'OMS et de l'UNICEF. Le président du Sénat a également souligné que les rapports sexuels entre personnes du même sexe figurent parmi les causes de transmission du VIH-Sida. Vlad Sferana nous fait le point. La situation alarmante du taux d'incidence du VIH-Sida à Madagascar est la principale raison de la mission de la directrice de l'équipe de l'ONU-SIDA d'appui aux régions pour l'Afrique orientale et australe, Anne-Mutoni Gituku Songwe, à Madagascar. Ce taux a augmenté jusqu'à 230% actuellement, un taux qui est le plus élevé au monde. Le président du Sénat a indiqué
que le tourisme sexuel figure parmi les causes de transmission du VIH-Sida à Madagascar, au même titre que les rapports sexuels entre personnes du même sexe. Le Sénat, en tant que représentant des collectivités territoriales, a exprimé sa volonté de coopérer avec les différents acteurs internationaux, tels que l'ONU-SIDA, car il existe de nombreuses régions de Madagascar où les touristes sexuels sont nombreux, première raison de la propagation de cette maladie. Par ailleurs, le phénomène de drogue dure comme le roro a été également évoqué, car non seulement les drogues perturbent l'ordre public, mais elles accélèrent également la transmission de cette maladie. Les deux parties ont aussi discuté de la mise en œuvre et de l'amélioration de la loi votée en 2005 relative à la protection et au suivi des personnes vivant avec le VIH-Sida afin qu'elles puissent bénéficier de traitements appropriés. L'ONU-SIDA a également déclaré qu'une attention particulière devrait être accordée à la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida afin qu'elles ne se sentent pas marginalisées et calomniées et qu'elles reçoivent le traitement complet qu'elles méritent. La raison pourquoi elle est venue ici, c'est pour discuter avec le président du Sénat sur la loi et aussi sur comment on peut assister le gouvernement malgache pour que les personnes vivant avec le VIH soient protégées. Et deuxième, c'est que pour que les nombres de PVVIH, de personnes vivant avec le VIH à Madagascar, ça augmente pas. Il a également souligné lors de cette rencontre qu'il faut examiner de près comment obtenir un taux stable au niveau régional afin de rendre efficace le traitement et la prévention de la maladie. Dans les actualités sociales, les festivités dans le cadre de la célébration du 26 juin sont nécessaires d'après les citoyens que Fadjesena Mireille et Yves Janel ont rencontrés ce jour. Pour la commune de Talatamat, ces festivités commenceront demain par un culte œcuménique. Les détails. Mis à part le mois de l'enfant, le mois de juin est également la fête pour les Malagasy pour célébrer le retour de l'indépendance le 26 juin 1960. Selon la Laine Endive des citoyens que nous avons rencontrés, les festivités sont nécessaires durant ce mois car c'est une occasion pour les vulnérables, les personnes âgées, d'obtenir des soutiens. Pour la commune de Talatamat, les festivités commencent demain par un culte œcuménique et se poursuivra vendredi par une circoncision gratuite pour environ 120 à 150 enfants issus des 12 Fouktan. Les membres de familles vulnérables, au nombre de 600 et 500 personnes âgées, les personnes handicapées et les agents communautaires ne seront pas en reste le 24 juin. Le 25 juin, un défilé suivi de podiums sera au programme. Ce sera également l'occasion pour le maire Arnous Elie Dominique de présenter le rapport de ses activités pour l'année 2022-2023. Le 26 juin, il y aura aussi un podium dans la soirée. Par ailleurs, le maire incite la population de Talatamat à hisser leur drapeau. Et puis 1237 élèves en classe de 7e sont inscrits au CEPE blanc des 3 communes de la ZAP d'Amboujapet qui s'est tenu ce jour. Comparé au dernier CEPE blanc, les résultats ont connu une hausse pour les notes de ce matin, selon le chef ZAP. Le problème reste toutefois la bête noire des élèves. Fadjesena Mireille et Yves Janel. Le dernier CEPE blanc des 3 communes de la ZAP Amboujapet s'est tenu ce jour pour la circonscription d'Atimjan. 1237 élèves y sont inscrits. 1207 ont répondu présent, si 30 ont manqué à l'appel. Selon le chef ZAP, le taux de présence a augmenté par rapport au dernier CEPE blanc. De même pour les notes des épreuves de ce matin, car selon les résultats, il y a eu 75% de réussite contre 66% la dernière fois. Il y a quand même eu des mauvaises notes, a-t-il souligné. Pour Tlav et Fifaline, en général, les sujets étaient faciles ce matin, mais ils ont toutefois rencontré des difficultés en problème. À noter que ce dernier CEPE blanc est une simulation du CEPE qui se tiendra le 20 juin prochain. Religion à présent,
le pape François a accepté la démission de Monseigneur Odon Marie-Arsène Razanakoun de sa charge pastorale du diocèse d'Antananarive, selon un communiqué du Vatican publié hier. Le pape a nommé à sa place Monseigneur Jean de Dieu Rawelsan, actuellement évêque d'Ambatndjazak. Le diocèse d'Antananarive a un nouvel archevêque, Monseigneur Jean de Dieu Rawelsan. Les fidèles catholiques ont attendu depuis 2 ans cette bonne nouvelle après l'annonce de la démission de Monseigneur Odon Marie-Arsène Razanakoun, lui qui était en charge de l'archidiocèse d'Antananarive pendant 17 ans. À noter qu'il n'abandonne pas ses fonctions d'évêque, mais seulement la charge pastorale du diocèse d'Antananarive. Il n'est pas le premier à l'avoir fait à Madagascar. C'était également le cas du cardinal Armand Gaëtan Razafndatanj. C'est au pape d'accepter cette demande ou non au moment qu'il trouve opportun. Revenons sur le parcours de l'archevêque Monseigneur Jean de Dieu Rawelsan. Né le 31 juillet 1963 à Rivunmam, il a été ordonné prêtre en 1996. Il a exercé différents ministères, notamment comme curé ou éducateur, puis il a été prêtre fidei donum en Italie, à Lamoli Urbino, et a fait un doctorat en théologie en Suisse, à Lugano. Il a été nommé évêque auxiliaire d'Antananarive par le pape Benoît XVI en mars 2010, puis évêque d'Ambatndjazak en avril 2015. Et comme à son habitude, à chaque fois qu'il effectue une visite dans les régions, le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale, le général Serge Gelé, effectue un cross de cohésion. C'était le cas à Antsranan, avec toutes les forces de l'ordre de la présence du préfet d'Antsranan ce matin. Le but est d'éduquer les forces de l'ordre à être solidaires, outre le fait que le sport est bon pour la santé. Le SEG a réitéré, avant d'entamer cette course, qu'il est important de faire du sport régulièrement, car cela aide à préserver le corps. Il a notamment affirmé que le corps doit être un endroit où la nourriture se transforme en énergie. Si le corps est faible, il vous donnera des ordres. Si le corps est puissant, il vous obéira facilement. Le SEG et les forces de l'ordre d'Antsranan ont fait une course à pied de 5 km autour de la ville. Et en sport, les kickboxeurs malagasy ont remporté 5 médailles d'or sur les 12 en jeu lors de la compétition internationale dénommée les Ceintures des Champions qui s'est déroulée à l'île Maurice le week-end dernier. Madagascar termine en deuxième place grâce à ce résultat. La délégation malagasy a été de retour au pays hier après-midi après avoir participé à cette compétition à l'île Maurice. 4 pays ont participé à cette compétition internationale de kickboxing dénommée les Ceintures des Champions, à savoir l'île Maurice, pays hôte, Madagascar, l'Afrique du Sud et la Turquie. La compétition s'est tenue le 3 juin dernier. Madagascar a aligné 9 combattants lors de cet événement. 5 médailles d'or et 4 d'argent, ce sont les résultats que les combattants malagasy ont obtenus, des résultats qui positionnent Madagascar à la 2e place et qui font la fierté de notre pays, selon la déclaration du président de la délégation lors de leur arrivée à l'aéroport d'Ivat hier après-midi. La communauté internationale a également reconnu les compétences des combattants malagasy, a-t-il ajouté. Le kickboxing ne fait pas partie des disciplines lors des Jeux des îles. Cependant, il demande à ce qu'il soit inclus si c'est encore possible. Quoi qu'il en soit, l'entraînement pour la préparation à d'autres compétitions internationales se poursuit toujours. Dans les actualités internationales, le président brésilien Lula da Silva a présenté lundi un nouveau plan de lutte contre la déforestation illégale en Amazonie, l'une des priorités de son gouvernement depuis son retour au pouvoir. France 24. Le Brésil doit redevenir une puissance protectrice de l'environnement. L'engagement du président Lula est clair. Avec ce nouveau plan, il veut tourner la page de ce qu'il décrit comme 4 ans d'indifférence et d'abandon à l'égard de la forêt amazonienne. Nous venons de relancer le plan d'action et de lutte contre la déforestation en Amazonie. Lors de mes 2 premiers mandats, une version antérieure de ce plan avait produit la plus importante réduction de la déforestation en Amazonie de toute son histoire.
Sous la présidence de Jair Bolsonaro, la déforestation annuelle a en moyenne augmenté de 75%. Pour son successeur, la protection de ce poumon vert est au cœur même de sa politique environnementale. Avec la forêt amazonienne, le Brésil est en grande partie responsable de l'équilibre climatique mondial. C'est pourquoi arrêter la déforestation en Amazonie est aussi un moyen de réduire le réchauffement climatique. Je suis conscient de l'ampleur du défi de mettre fin à la déforestation d'ici 2030, mais c'est un défi que nous sommes déterminés à relever. Parmi ses engagements, le président veut combattre l'exploitation minière illégale, l'exploitation forestière, ainsi que le braconnage dans les territoires autochtones. Le nouveau plan prévoit l'augmentation des moyens alloués à la surveillance de ce territoire de près de 7 millions de kilomètres carrés. Mais les attentes sont immenses. Pour éviter un point de non-retour, le Brésil doit reboiser les forêts amazoniennes sur un terrain grand comme 2 fois l'Allemagne. Une mission longue et coûteuse, à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Et puis le barrage de Kakhovka dans l'est de l'Ukraine a été partiellement détruit dans la nuit du lundi à mardi, selon les autorités installées à Moscou. Situé sur le fleuve Dnipro en amont de Kherson, ce barrage retenait une importante quantité d'eau qui pourrait dans les prochaines heures être libérée et causer d'importantes inondations. France 24. Oui, 8 villages ou petites villes et un quartier de Kherson, selon les autorités régionales de la région de Kherson. Il faut dire que ce sont des villages et aussi un quartier de Kherson dont beaucoup de personnes sont déjà parties en réalité parce que c'est des territoires situés près de la ligne de front, assez souvent victimes de tirs de l'artillerie russe qui est de l'autre côté du fleuve. Natalia Humeniuk, la porte-parole pour les militaires ukrainiens dans le sud du pays, a dit qu'il est possible qu'il y aura un peu moins de tirs dans les jours qui viennent puisque les Russes vont être obligés de quitter leur position sur la rive sud-est du Dniepr du fait des inondations de ce côté-là. Je pense que les inondations en fait sur la rive sud-est pourraient être plus importantes encore, mais c'est bien sûr sur la rive nord-ouest que se situe la ville de Kherson, dont une partie apparemment est déjà inondée. Des trains d'évacuation partent de Kherson en direction de Mykolaïv pour les gens qui doivent quitter ces localités. Et sinon, une information qui vient de tomber, c'est que la compagnie ukrainienne qui gère les centrales hydroélectriques, Ukrhydrenergo, je crois que ça s'appelle, a dit que le barrage est irréparable. C'était une station hydroélectrique qui générait de l'électricité pour plus de 3 millions de foyers. Alors, sur le plan des infrastructures de l'Ukraine, c'est aussi quelque chose à tenir en compte. Les dommages sont très importants. Et pour terminer, en cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, l'intersyndicale unie depuis janvier espère bien mobiliser fortement avant le débat de ce jeudi à l'Assemblée sur la proposition de loi du groupe LIO pour abroger la réforme. France 24. Pas question d'abandonner la mobilisation. Les syndicats restent déterminés à combattre la réforme des retraites, pourtant déjà promulguée. On est encore là. Et il y a une situation similaire au CPE, contrat première embauche de 2006, où à l'époque, M. Chirac, voyant la mobilisation continuer, ce que nous faisons finalement, alors que la loi avait été votée, promulguée, n'a jamais été appliquée. Les 2 premiers décrets d'application de la loi ont été publiés dimanche au journal officiel, dont le plus emblématique et le plus contesté, celui qui décale l'âge légal de départ à la retraite progressivement de 62 à 64 ans d'ici 2030. Au total, la réforme comportera 31 décrets pour une entrée en vigueur le 1er septembre. Bien sûr, nous regarderons les 31 décrets et dès qu'il y a une faille juridique qu'on identifiera, oui, on les attaquera. Parallèlement, un groupe parlementaire espère faire voter jeudi une proposition de loi qui vise à abroger le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans et revenir à 62 ans. Pas de quoi impressionner le gouvernement. Il faut savoir passer à autre chose. Tout a une fin et les meilleures choses ont une fin. Ce qui est sûr et certain, c'est que si vous voulez financer le régime de retraite par répartition et la solidarité entre générations, cette réforme est nécessaire. Emmanuel Macron semble lui avoir déjà tourné la page. Lors d'un déplacement consacré à l'histoire au Mont-Saint-Michel, il a affirmé tout au plus que le pays devait continuer à avancer.
Cette édition touche à son terme. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Nizouk, présentée par Céline Ranirland. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.